avec Daniel, on a essayé de faire des topos effectivement un peu complexes. Hein, mais donc là, sur ce topo, moi, je voulais vous faire part de notre expérience sur les chimiothérapies. Vous savez que la cardio-oncologie se développe énormément, qu'il y a clairement beaucoup de centres qui s'en occupent, alors plus sur des tumeurs solides, ou du moins pas sur l'amylose, et qu'on voit clairement que nos collègues nous montrent que la prise en charge multidisciplinaire et cette vision cardiologique permet d'améliorer le pronostic des patients, et notamment aussi, il y a quelques papiers qui ont été faits sur la gestion des effets secondaires des chimiothérapies qui permet d'améliorer le pronostic des patients. Alors, en cardiovasculaire, on a maintenant des guidelines, et si vous regardez les guidelines, c'est écrit en peu petit, mais vous retrouverez de nombreux médicaments qui ont été cités par Dania. Vous avez les inhibiteurs de protéasome, les IMIB, les alcalans, et vous voyez qu'ils sont déjà décrits comme ayant des effets secondaires cardiaques par nos propres guidelines. Et le problème dans l'amylose à elle, c'est que là, vous allez lancer une chimiothérapie à des gens qui ont déjà probablement une cardiomyopathie. Alors, comme centre de référence amylose cardiaque, nous, on a majoritairement des patients qui arrivent avec des amyloses cardiaques et bien sûr des amyloses cardiaques sévères. Et quasiment 80-85% de nos patients sont en stade 3, donc 3 ou 3B, mais majoritairement donc avec des amyloses cardiaques sévères. Donc le problème de nos patients, c'est ceux que vous voyez sûrement chez vous également, adressés par les cardiologues, c'est que le pronostic de l'amylose à elle, il est sévère, qu'il y a une rapidité de la progression de cette maladie du point de vue cardiaque et des autres infiltrations, et puis qui vont faire de nombreux événements qui sont liés à l'évolution naturelle de la maladie. Donc nous, ce qu'on a envie de faire avec nos collègues hématologues, c'est les traiter absolument, aller le plus vite possible, initier le maximum de traitements, taper le plus fort possible pour essayer d'attaquer ces globules blancs qui produisent les anticorps. Le problème, c'est que là, le cœur de ces patients, il n'est pas si sain que ça, et se pose un problème du nombre de médicaments associés, de la séquence dans laquelle il faut les mettre et des doses qu'il faut les mettre, et que quand on observe des événements qui arrivent alors qu'on a initié les traitements de ces patients, et vous avez vu ce matin tout ce qui arrive comme trouble de la conduction dans les amyloses à elle, mais en fait ce que nos collègues n'ont peut-être pas dit, c'est qu'en fait les patients ils étaient traités sous chimiothérapie. Et donc ces événements, ils ont été décrits à la fois, ils ont été décrits après le diagnostic d'une amylose à elle, la mise sous traitement, et puis ils font des événements cardiaques. Et finalement, si on est un peu objectif, on ne sait pas si c'est l'évolution de la maladie ou le traitement de la chimiothérapie qui a des effets secondaires. Donc Dania vous a très bien exposé les différents composés, les différentes formes. Donc là, en première indication, on fait un alkylan, un corticoïde, et dans notre centre, un inhibiteur du protéasome. Puis après, il y a ces immunomodulateurs, et puis donc la troisième génération qui va peut-être prendre la place du reste, le DARA. Alors, ce qui est intéressant, c'est, pour avoir une vision peut-être plus objective, c'est de s'intéresser à ce que pensent les patients, puisque c'est quand même ça qu'on traite, quand on leur fait une chimiothérapie, et quels sont les effets secondaires qui remontent, qu'ils attribuent ou non à la chimiothérapie. Donc ça, c'est une étude qui a été faite sur un survey, donc des questionnaires qui ont été donnés avant la mise sous chimio et à 6 mois. Et c'est donc du self-reporting, autrement dit, c'est ce que les patients décrivent sur un questionnaire qui est bien sûr construit. Qu'est-ce que disent les patients? C'est qu'ils attribuent que dans 69% des cas, ils ont du mal à tolérer la chimiothérapie. Il y en a 22% qui vont arrêter au moins un des traitements qui a été initié. Et il y en a 33% qui vont arrêter ou réduire leur traitement du fait d'effets secondaires qui sont attribués au traitement. Alors quand on regarde dans ce survey, il n'y avait pas que des amyloses cardiaques, c'est un peu ce que tu nous as montré dans les essais, c'est difficile d'avoir des essais qui se focalisent que sur les amyloses cardiaques, mais là, vous voyez, il y avait quand même la moitié des patients qui avaient des amyloses cardiaques, et vous voyez les traitements donc, qui ont été mis en place. Vous avez une majorité de patients qui étaient déjà sous Velcade, le bortezomib. Il y en avait bien sûr une grande partie qui recevaient de la Dexa et également du cyclo, mais il n'y avait donc pas que des amyloses cardiaques et les patients étaient souvent en seconde ligne. Alors regardez ce qu'ils décrivent pour ces patients qui sont à moitié donc cardiaques. Et ils décrivent quoi? Ils décrivent que suite à la mise en place du traitement, de la chimio, ils sont fatigués. Première barre à gauche. Dans 80-90% des cas. Ils sont essoufflés. Moi, ça m'a surpris. Quasiment 55% des patients se disent essoufflés, donc avec une aggravation de l'essoufflement sous la mise sous traitement. Et puis, ils décrivent des prises de poids et des œdèmes dans 40% des cas qu'ils n'avaient pas auparavant. Alors, ça m'a fait penser à un acronyme
que vous connaissez, j'espère, EPOF, essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue. Et la question, c'est est-ce qu'il ne développe pas de l'insuffisance cardiaque sous ces traitements ou est-ce qu'il ne s'aggrave pas sous ces traitements? Et là, on voit, bon, c'est un peu le récapitulatif de ma première slide, le nombre de patients pour qui il y a eu des arrêts de traitement, des modifications de traitement ou des problèmes de tolérance du médicament par les patients. Donc, il ne faut pas oublier, on a des super chimiothérapies, il faut aller vite, il faut taper fort, mais ces médicaments ont peut-être des effets secondaires qui sont non négligeables. Alors, les protéasomes, Dania nous en a parlé, mais c'est hyper intéressant le protéasome, parce que qu'est-ce qui fait effectivement ce bortezomib, ce Velcade? En fait, il va inhiber le protéasome au sein des lymphocytes. Le protéasome, c'est en fait c'est le fameux éboueur qui nettoie les dépôts et les fibrilles ou les protéines anormales. Donc, il agit au niveau des lymphocytes. Et les inhibiteurs de protéasome, ils vont inhiber en fait dans les lymphocytes le nettoyage des chaînes. Autrement dit, le lymphocyte qui produit des chaînes, il ne va plus pouvoir les éliminer et il va s'auto-détruire par sa production importante de chaînes. Donc c'est comme ça que le protéasome va cibler les plasmocytes producteurs de chaînes. Le problème, c'est qu'il a un effet ubiquitaire et qu'il y a d'autres systèmes de protéasome. Et devinez où? Eh bien, au niveau des cellules cardiaques. Et donc il va inhiber la détertion des chaînes et des fibrilles amyloïdes également au sein du cœur. Donc ça pose quand même un questionnement lorsqu'on utilise des inhibiteurs du protéasome comme le Velcade pour savoir qu'est-ce qui se passe finalement au niveau du cœur, où là aussi il y a des fibrilles amyloïdes qui ont infiltré le secteur interstitiel. Alors, il y a effectivement pas mal de différentes molécules et de 2012 à 2007, il y a pas mal de cas qui ont été décrits dans les cas de myélome. Alors le myélome, il y a beaucoup plus de patients qui sont traités par Velcade avec des myélomes qu'avec des amyloses, et donc c'est des patients qui n'avaient pas d'amylose, et le Velcade a été décrit comme associé à des décompensations cardiaques ou des dysfonctions cardiaques subites chez les patients et qui cèdent généralement à l'arrêt du Velcade. Donc vous voyez, c'est pas forcément une molécule qui est si anodine que ça, et je n'ai pas la réponse, encore une fois, je vais vous faire partir avec plein de doutes, mais je ne sais pas si des fois, on n'a pas, quand on a des patients qui s'aggravent sous chimiothérapie, si on ne peut pas, dans des contextes où on voit une brutale aggravation, si on ne peut pas incriminer cette molécule. Et lorsqu'on regarde les premiers essais qui ont été faits avec le Velcade dans les amyloses AL, où on regardait la réponse cardiaque, alors c'est des essais de phase 1, très peu de patients, mais il y en avait quand même 2 patients que je vous ai mis en rose qui avaient développé une insuffisance cardiaque congestive qui ont été résolus après l'interruption du traitement. Pour autant, ce Velcade a été utilisé de manière très importante dans l'amylose AL en première intention, et nous, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Alors, avec l'équipe d'hématologie, en 2012, on avait déjà vu à peu près, 14, pardon, on avait déjà vu 67 patients dans notre centre qui avaient des amyloses AL cardiaques, majoritairement des stades 3 de la Mayo. Vous voyez, la moyenne d'âge, c'était 65 ans. Un NT-proBNP, vous voyez, élevé, 5074 de médiane. Et on avait regardé nos chiffres et on avait été surpris parce qu'il y en avait beaucoup qui mouraient, comme vous pouvez voir, 39%. Et il y en avait 11 qui étaient morts de mort subite, quasiment tous, le premier mois, avec, quand ils avaient un défibrillateur ou étaient télémonitorés, on voyait de l'arythmie, etc. Et donc, on s'était réunis avec nos collègues hématologues après chaque décès, et puis pour reprendre toute la cohorte, et on s'est dit, il y a un problème avec ce VCD combiné qu'on met chez ces patients avec des atteintes cardiaques sévères. Pour autant, la dose de Dexa était bien adaptée, et nos collègues hématologues se sont dit, écoute, il y a peut-être un effet du Velcade sur ces patients, et peut-être que le VCD peut contribuer à la survenue d'arythmie. Alors, au lieu de faire ce VCD, que les Américains appellent CBORD, ils ont dit, on va faire un peu comme on fait dans les lymphomes, on va faire un traitement séquentiel. On va faire la dexaméthasone la première semaine, et puis on va attendre une semaine. Puis après, on va faire la dexaméthasone et le cyclophosphamide la deuxième semaine. Et puis, à troisième semaine, on fait le CBORD. Donc, vous voyez, là, on est revenu sur la théorie. Allez, on balance toute la sauce dès le départ. On s'est dit, on y va progressivement. Et puis, on a fait des tests aussi biologiques. On s'est dit, c'est probablement le Velcade. Alors, ce qu'on va faire des cycles de NT-proBNP, des cycles de troponine, après chaque administration de dose de médicaments. On va doser la concentration de Velcade dans le sang, parce que le Velcade est éliminé par le foie. Donc, s'il est insuffisant cardiaque, le Velcade peut peut-être être à dose toxique chez nos patients insuffisants cardiaques. Et on va regarder également le dosage des chaînes légères pour voir si, quand on met la chimiothérapie, il n'y a pas une libération brutale de chaînes légères et on n'obtient pas ce qu'on a dans les lyses osseuses, etc., dans les myélomes avec une hypercalcémie ou autre brutale. Et donc, on a fait tout ça sur les patients qui suivaient et on a changé notre protocole de chimiothérapie. Et là,
Donc tout ça va vous être présenté par Mélanie demain en long et en large, mais on a été très impressionnés par les résultats. Nous, on avait tout mis sur le dos du Velcade en disant le Velcade, c'est une super molécule, mais en fait, c'est lui qui cause le décès de nos patients. Et on a été très surpris de voir ici, vous avez le NT-proBNP, vous voyez, qui a été dosé de manière cyclique chez les patients sur la courbe de gauche. Ici, c'est le NT-proBNP, et vous avez les barres grises, c'est chaque semaine. Donc la première semaine, c'est dexaméthasone, la deuxième semaine, c'est dexa plus cyclo, la troisième semaine, c'est diza, cyclo et Velcade. Vous voyez, ce patient illustrait bien la chose. En noir, c'est le NT-proBNP. Et qu'est-ce qu'on a observé? C'est que dès qu'on leur fallait un petit cacheton d'NT-proBNP, de dexa, vous avez le NT-proBNP qui triplait. Donc regardez les chiffres chez ce patient, mais j'ai un d'autres qui monte à 15 000 de NT-proBNP. Et vous avez à droite l'ensemble de la cohorte de patients et vous voyez à chaque fois le NT-proBNP qui monte. On a regardé les chaînes légères, elle descend à chaque cycle de chimio, la concentration de Velcade ne bouge pas. Et donc on a incriminé le Velcade et en fait on s'est rendu compte que le meilleur médicament des hématologues c'est la dexaméthasone. Et bien la dexaméthasone déstabilise les patients cardiaques. Et donc il faut être extrêmement vigilant. Donc qu'est-ce qu'on a fait après? On s'est réunis sur à peu près une vingtaine de patients et ben on a dit on part à l'envers. Mélanie va vous présenter tout ça demain. Et en fait la drogue la plus méchante finalement pour nos patients c'est peut-être pas le Velcade, c'est la dexaméthasone. Et donc on a changé notre cycle de chimio. Vous voyez initialement on avait fait le VCD combe combiné donc en une prise tout en même temps. Le DCV séquentiel, on est passé maintenant au CVD séquentiel. Vous voyez les évolutions de chimiothérapie, là dans une cohorte que Mélanie va vous présenter, c'est son travail de thèse demain, où on a tout nettoyé, on a retiré que les patients, on a gardé que les patients qui étaient traités chez nous, qui étaient en stade 3, qui n'avaient pas de choc cardiogénique, etc., etc. Et vous voyez l'évolution de nos processus de chimiothérapie, avec effectivement dans notre centre, comme ils sont très cardiaques, que des patients quasiment traités par Velcade, et on a abandonné le melphalan parce qu'effectivement il fallait aller vite. Et donc on a deux groupes finalement, des dexa précoces, qui ont été faits au début, où l'administration dexa a été donc dès la première semaine, et puis la dexa tardive. Et ben regardez, il y a beaucoup d'autres résultats que Mélanie va vous présenter. Je ne veux pas déflorer son magnifique travail de thèse, il y a un conflit d'intérêts. Voyez donc avec le VCD combe, ici vous avez les événements cardiaques qui arrivent de D1 à D8, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, et les autres événements cardiaques qui sont des décès après la troisième semaine de traitement. Donc ça, c'est tous les patients qui sont décédés après le VCD combe. D'accord ? Quand on est passé au DCV séquentiel, voyez ce qui s'est passé. Et maintenant, voilà où on en est. C'est quand même stupéfiant. Donc, la mortalité de ces patients, dès qu'on va remettre la dexaméthasone, rechute de 20% après, par la suite. Donc, il y a 20% de mortalité qui est liée à notre chimiothérapie. Ça s'interroge, qui est nécessaire chez les patients et chez les patients cardiaques sévères, etc., mais qui est nécessaire. Donc se pose vraiment la question de trouver la bonne drogue pour le bon patient. Alors après, vous voyez, ça c'était pour dexaméthasone et Velcade. Il y a d'autres travaux qui ont été qui sont intéressés donc à la lénalidomide, qui est en fait le Revlimid, qui intervient pour nous en deuxième ou troisième ligne de traitement. Et ça, le Revlimid, donc c'est un imide, mais il y avait des effets donc, cardiaques qui ont été décrits, notamment dans cette étude, où il y a une augmentation très importante du NT-proBNP en phase initiale de traitement, qui régresse à l'arrêt ou qui va même régresser chez certains patients lorsqu'on continue le traitement. Cette augmentation d'NT-proBNP n'est pas forcément corrélée à l'état clinique du patient et on ne sait toujours pas ce qui se passe. Donc quand vous mettez un patient sous le Revlimid, s'il augmente son NT-proBNP, regardez la clinique, peut-être qu'il ne s'aggrave pas et on ne comprend toujours pas ce qui se passe. Ça a été décrit et je l'observe effectivement fréquemment. Et on perd donc la valeur de suivi du NT-proBNP. Ça, c'est des médicaments donc, qui sont des immunomodulateurs qui agissent sur les lymphocytes et normalement, on ne devrait pas voir ça, mais on ne sait toujours pas ce qui se passe. Vous voyez là, par exemple, la cohorte qui a démontré l'intérêt du Revlimid sur la même équipe qui a continué son travail. Ils ont donc démontré donc en seconde ligne l'intérêt de ce traitement. Et ben quand on regarde les effets secondaires, alors que c'est eux qui ont fait également l'autre papier, il n'y a aucun effet secondaire cardiaque qui est décrit comme grade 3 à 5 de toxicité. Donc on voit que il y a ces traitements, on a beaucoup de choses encore à comprendre. Le DARA, il arrive, comme Daniel a dit, donc c'est une immunothérapie qui va viser donc les lymphocytes. Les plasmocytes qui ont le CD38. Pour l'instant, il n'y a pas d'effets secondaires cardiaques qui ont été décrits. C'est un grand espoir et peut-être que ce médicament, vous voyez, dans les formes sévères, va arriver, à mon avis, très vite en première intention parce que finalement, la dexaméthasone, les hématos la trouvent formidable, mais moi, je suis un peu plus perplexe et peut-être qu'un jour, on va commencer en première ligne ces traitements. Les choses bougent énormément. Donc, pour conclure et pas durer trop longtemps, vous voyez que
Les chimiothérapies et les immunothérapies ont vraiment une efficacité qui est reconnue, elle est indiscutable, il faut traiter les patients, mais que leurs effets secondaires, en fait, cardiovasculaires, sont probablement sous-évalués et sous-compris, et ou du moins pas attribués à la bonne chose. Et il faut vraiment qu'on ait un moment, un recul, pour essayer de bien déterminer ce qui est lié à la maladie ou ce qui est lié, en fait, au traitement qu'on donne. Et quand on discute avec nos collègues hématologues, une mort subite qui survient dans une amylose AL, c'est normal. La dissociation ou tout ce que vous voulez, parce que c'est l'histoire de l'amylose AL. Mais oui, parce que forcément, tous ces patients, ils sont mis en chimiothérapie, et puis ceux qui font une mort subite, on dit c'est l'évolution de l'amylose AL. Et c'est très dur de comparer quoi que ce soit. On voit toujours ces courbes avec des mortalités très précoces, parce qu'en fait, tous les patients sont traités par DEXA. Il n'y a pas eu encore d'études randomisées, et il va falloir y aller, parce que probablement, alors c'est sûr que sans traitement, ils meurent tous, mais probablement qu'il y a certains médicaments qui ne sont pas forcément indiqués dans tous les stades d'amylose, et notamment dans les amyloses cardiaques sévères. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Thibaut. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? En attendant, toi, tu as évoqué le DARA, en évoquant le fait que ça représentait un vrai espoir. Est-ce que vous le faites sur ton centre? Quelle est ton expérience, toi, pour le moment? Alors, le coût du DARA est assez cher, donc on le fait également dans notre centre. On ne le fait pas en première ligne, on le fait chez les gens qui n'ont pas répondu. On doit avoir maintenant, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de patients sous DARA. Il faut voir que le DARA, les patients doivent répondre très vite, quoi. S'ils ne répondent pas assez vite, c'était le papier, il faut arrêter, ça ne marchera pas. Donc voilà, il faut faire 3, 4, 5 injections, mais poursuivre des mois si le patient ne répond pas, ce n'est pas la peine. Mais le problème, en fait, c'est qu'il faut se faire son expérience, en fait. Et puis, tout n'est pas publié, tout n'est pas compris. Et il y a les biais de centre, c'est-à-dire que nous, on a les patients les plus sévères, et évidemment, on a une vision qui est peut-être un peu différente de nos collègues ou de vous-même. Voilà. Je vais répéter si tu veux, si ça ne marche pas. Est-ce que vous équipez vos malades de défibrillateurs pour les plus jeunes? Ouais. Alors, tu as vu un peu le nombre de morts subites qu'on avait initialement. Donc, on a appareillé beaucoup de patients. Alors, Guillaume en a appareillé beaucoup. Là, il s'est absenté. Maintenant, on a moins d'événements subis, simplement parce qu'on a décalé la dexaméthasone. Donc là, les jeunes collègues qui arrivent, ils disent je ne comprends pas pourquoi vous mettez autant de def, il ne se passe rien, etc. Bah oui, mes jeunes qui sont là, vous n'avez pas vu ce qui se passait avant. Mais effectivement, on a évolué aussi sur nos chimiothérapies. Donc voilà. Mais on met toujours des def. Pour des patients très sévères, on va mettre des live vests. Mais tu vois, s'ils font un problème de bradyarrhythmie, on passe à côté. Et donc, on est toujours dans des indications réfléchies au patient à patient, en fait. Voilà. Et surtout, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a un infirmier, Steven Mopou, qui coordonne nos patients. Et depuis qu'il est là, on a 10% de moins de décès. Ça scotche, hein. Merci, Steven. Dans la séquence, le patient a son diagnostic, ouais. Pose le def et il part il a sa chimio. Il a sa chimio. Alors, nous, on n'a que des formes principalement cardiaques. Donc, tous nos patients sont... Généralement, c'est nous qui faisons le diagnostic, avec les hématos qui viennent... En fait, ils sont à un étage plus bas. Donc, on travaille tout le temps ensemble. Les pauvres, ils passent plus de temps chez nous, je pense, que chez eux maintenant. Et on fait les chimios en cardio. Et donc, on a un score qui identifie les patients à haut risque, que Steven nous a permis de valider, qui s'appelle Amylo Careful, pour Full Care, en fait. C'est-à-dire qu'on fait le total pour eux. Et dès qu'ils rentrent dans ce score de gravité, ils sont télésurveillés. Ils passent dans la coordination de Steven. Et ils vont être traités en chimiothérapie, en cardio sur le premier mois. On rediscute en RCP si on peut les mettre en hôpital de jour en fonction de l'évolution des chaînes, de l'état cardiaque. Ils décompensent souvent, mais on les traite immédiatement. Et dès qu'ils sont vus par les hématologues, Steven descend en hématologie, fait la consultation avec eux. Et dès qu'il y a un problème cardiaque, il le voit, il nous alerte et on le reprend en charge. Donc c'est un parcours qui est effectivement cadré le mieux possible avec les moyens qu'on a, mais pour lequel on a fait beaucoup de progrès dans la compréhension de la maladie. Et c'est quoi le mécanisme de la toxicité des corticoïdes? Ça donne des morts rythmiques? C'est pas une décompensation de l'insuffisance cardiaque à cause des fortes doses de corticoïdes? J'espère que tu pourras être là demain, parce que Mélanie va partir en thèse sur 3 ans pour nous démontrer qu'est-ce qui se passe. Il y a l'effet congestif qui est reconnu des corticoïdes, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a un effet, à mon avis, qui est cardiaque, toxique des corticoïdes, mais c'est le sujet de Mélanie demain. Il y a un effet qui est cardiaque parce qu'il n'y a pas que de la congestion. Nos patients, ils sont hyper bien managés et tu ne montes pas ton NT-proBNP après un cacheton comme ça. Et puis, tu ne vas pas faire un arrêt ou autre. Donc, il y a d'autres problèmes toxiques au niveau du cardiomyocyte sur ce genre de molécules. Mais pour l'instant, il y a très peu de données. Il y a quelques études in vitro et puis c'est le travail de thèse de Mélanie. Donc, Mélanie, hein. Il y a une autre question là, devant, juste à gauche. Ouais. Votre score amylose careful, c'est selon quoi? On a le droit de le dire, Steven, ou pas? Ou pas? Ouais. Peut-être pas.
score Non, mais c'est pas encore publié. Vous verrez au GIFIC le score amylocarful. Non, mais en fait, c'est un score qui combine le NT-proBNP, la NYHA, je ne vais pas raconter, le strain et l'âge du patient ou son pronostic ou ce qu'on engage comme thérapeutique. Voilà. Donc, Steven voit tous les patients et dès qu'ils sont amylocarful, ils passent à la moulinette. Enfin, ils passent dans une surveillance très proche. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on n'avait pas la possibilité on a tellement de patients qu'on ne pouvait pas investir malheureusement tous les moyens humains sur les patients pas sévères, et donc il a fallu distinguer les plus sévères et quels est après les enjeux pour chaque patient et essayer de dédier le maximum de moyens à ceux qui sont au risque d'événements et de décès et pour qui il faut se défoncer, quoi. Une dernière petite question, Thibaut. C'est très à la mode en ce moment de discuter de ces myocardites liés aux chimiothérapies, notamment aux thérapies ciblées. Est-ce que vous, c'est une petite question à côté, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous voyez dans la cohorte Amandor ? Est-ce que vous avez eu affaire à des patients amyloïdes qui faisaient des réactions très inflammatoires ? Comment vous les gérez ? Tu vois, sur le V4, je n'ai pas détaillé, mais les patients, ils faisaient effectivement des myocardites. Dans le cas des myélomes, les patients qui ont été décrits comme des décompensations cardiaques aiguës dans le cas des myélomes sous Velcade, c'était des myocardites avec un épaississement myocardique et un épanchement péricardique. Alors, le problème, tu vois, c'est que quand on voit nos patients à nous, qui sont les plus sévères, ils ont déjà le cœur hypertrophié, ils sont déjà à l'épanchement péricardique. Donc, aller faire le diagnostic de la myocardite, je serais bien ennuyé de le faire comme ça. Je pense que, clairement, ça vaudrait le coup que si on a un patient qui s'aggrave, d'aller lui faire une biopsie myocardique pour voir s'il y a une myocardite qui s'est rajoutée ou autre. Je pense honnêtement, que par moment, on doit passer à côté d'un effet secondaire chez certains patients qui se dégradent sous chimiothérapie. Et là, on est vraiment très touchy, quoi. Il n'y a aucune discussion, il faut le faire, hein, aucune discussion. Ce que j'essaie d'amener, c'est un peu de recul et de se dire, est-ce que par moment, on ne peut pas être délétère sans s'en rendre compte, comme on l'a été avec les bêta-bloquants dans l'amylose, etc., etc. Merci beaucoup, Thibaut. Merci.